Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler des structures, des tableaux de structure. Je vais parler un peu de la sérialisation, des sérialisations JSON. C'est pareil pour les autres formats, XML par exemple. Sinon, quelques petites astuces de recherche. Voilà, toujours dans cette ambiance de confinement, j'espère que vous allez bien, vous restez bien chez vous. Vous vous protégez et n'oubliez pas de laver vos mains dès que vous touchez quelque chose, et surtout un objet suspect, ou si vous partez à l'extérieur récupérer quelques courses, ou si vous êtes obligé de vous déplacer au travail. Sinon, avec le télétravail, déjà, on se sent merveilleusement bien chez soi et on peut être plus à l'abri, se protéger et protéger ses siens, les êtres les plus chers, donc la famille, les proches. Voilà. Revenons au vif du sujet. Je vous ai dit qu'on va parler des structures. Donc, j'ai préparé pour vous une petite structure ici dans ma fenêtre. Une structure où on a différents éléments dedans. Donc, on a un ID de type entier, chaîne 1, chaîne 2, donc deux chaînes, num qui est numérique, ent qui est entier, dh qui est une dateur, une image qui est une image de type image, et chaîne img, une chaîne. Donc ici, qui va contenir la même image mais encodée en base 64. Donc on a vu ce concept d'encodage-décodage en base 64 qui est surtout utile pour le transfert des données, des fichiers binaires d'une façon générale via les web services. Il peut être qui peut être aussi intéressant d'utiliser ce format-là d'encodage pour sauvegarder des données sur des bases de données comme SQL Server, Oracle ou autres bases de données, ou la gestion des fichiers binaires ou des images qui est plus complexe que la gestion facilitée dans HLSQL. Voilà. Donc ici, pour ma déclaration de structure, on va bien, la déclaration elle est aussi simple, donc un élément avec son type le type de variable. Et puis j'ai ajouté ici virgule sérialise égale chaîne 1 par exemple. Ce que j'ai ajouté ici, c'est en fait les noms qui vont être utilisés, le nom des entrées qui vont être utilisées lorsque une variable qui va hériter de cette structure-là, elle va être sérialisée. Par exemple au format JSON. Donc on ne va pas trouver S chaîne 1, mais on aura un texte qui est plus lisible. Chaîne underscore 1 par exemple dans ce cas-là. Sinon cette rubrique qui est xnum va être transformée dans le fichier JSON en numérique. Cette déclaration avec la sérialisation, elle marche dans les deux sens, que ce soit dans la sérialisation ou la désérialisation. Et j'ai ici autre chose, sérialise égale faux. Cet élément-là, il va pas être sérialisé. Si on va essayer de le faire, déjà, ça va générer une erreur au moment de l'exécution parce qu'il n'y aura pas la possibilité de sérialiser une variable ou un élément de type image dans un fichier JSON. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai tendance à utiliser deux variables toujours ensemble, une de type image et une de type chaîne qui va contenir l'image encodée en base 64. Je peux me limiter à la chaîne, mais parfois c'est plus facile avec les éléments. Par exemple, je vais vous montrer à l'exécution dans le tableau d'affichage des images ici. On n'a pas recours à faire cet encodage décodage à chaque affichage d'une ligne ou au remplissage du tableau, mais la colonne elle est liée directement à cette rubrique de type image. Donc ce que j'ai fait, après j'ai déclaré un tableau qui est un tableau de structure, un tableau comme variable globale, mon tableau qui est un tableau de ma structure, celle-là. Et puis j'ai créé une table, un champ table qui est sans contenu, donc il va parcourir cette source-là qui est la variable globale, mon tableau. À l'exécution c'est simple. Le remplissage il est fait, comment je vais faire le remplissage? À l'initialisation de la fenêtre, j'exécute une procédure dans un thread qui va insérer les lignes là. Je commence par supprimer mon tableau. Là j'ai un contenu statique qui génère des données aléatoires
disons entre guillemets aléatoires, mais ils sont contrôlés, donc qui génèrent des données juste pour la démonstration. Donc je génère 10 lignes. Donc qu'est-ce que j'ai à faire? Donc j'ai besoin de déclarer un élément de type de ma structure pour lui affecter donc le contenu des données, et puis je vais l'ajouter au tableau. Une fois que j'aurai fait les 10 itérations, donc j'ai une autre procédure interne déclarée à l'intérieur de ma procédure remplir tableau, qui elle va être exécutée dans le thread principal. Donc vous savez bien que avec la gestion de thread, on ne devrait pas toucher le champ. Donc si on a des variables qu'on voudrait passer, qu'on voudrait donc dans la procédure lire des données depuis l'écran, donc il serait plus utile d'utiliser donc des variables passées dans la procédure du thread. À l'appel, donc on va passer les valeurs des champs désirés, et puis dans le thread on va manipuler uniquement les variables, que ce soit local ou global. On va manipuler donc les variables dans la mémoire. Une fois notre tableau il est rempli, donc on va exécuter la procédure rafraîchir table dans le thread principal, qui elle va donc gérer l'IHM, rafraîchir le tableau, donc le remplir, la table, le champ table, il va le remplir avec les données du tableau. Et puis donc s'il a bien été rempli, donc il va sélectionner la première ligne et exécuter le traitement de sélection. Le remplissage, on a utilisé donc une astuce dont on a parlé dans une autre vidéo sur la chaîne. C'est avec, c'est pour donc on a dit que ça réduit le code, l'écriture de code, et ça embellit et ça rend plus lisible le code. Donc avec une ligne de notre structure, on a .id, .chain1, .chain2. Donc ici, on est en train d'affecter les valeurs des membres de la structure. On va charger donc une image. On a laissé donc 10 images aussi dans le répertoire exe de notre projet. Donc on a les images qui vont charger, là, ces images-là qui vont s'afficher dans le tableau. On va les charger différentes façons. Donc on a l'image qui va recevoir directement notre fichier image qui va être affecté au membre image de notre structure. Et puis on aura le buffer qui va charger donc le contenu binaire de l'image et qui va l'encoder en base 64, et puis donc l'affecter à notre membre chaîne IMG. Donc après tout ça, bien sûr, puisqu'on est donc dans un pour qui va être exécuté 10 fois, donc après chaque appel, j'ai tendance donc à vider mes variables, à les réinitialiser grâce à la fonction donc variable rase, ligne de structure, le buffer et l'image. Voilà. Donc on exécute, voilà. Donc notre tableau il est rempli. Donc vous voyez très bien donc l'intérêt de ça. On a parlé donc du code avec serialize qui définit donc le nom des membres qui sera généré dans le fichier JSON. Donc ce qu'on va faire, donc on va serialiser le tableau. Donc on va déclarer une chaîne ou un buffer. On va faire donc serialize le tableau dans la variable qu'on a déclarée, psd.json avec mise en forme. Bon, c'est pas obligatoire de mettre la mise en forme, mais ici c'est juste pour vous montrer donc quelque chose de clair par la suite. Et puis je vais l'envoyer dans le presse-papier et l'envoyer et l'afficher dans l'info. Voilà. Donc je vous montre ici. Donc vous voyez, donc ici on avait dans le code de départ, donc on avait id schain1 sgen2 qui devrait se convertir donc id chaîne underscore 1 chaîne underscore 2 et puis num que devient numérique. On le retrouve ici donc notre info. On a donc le premier élément id chaîne 1 chaîne 2 numérique entier date heure image batch 64, mais on ne retrouve pas donc notre membre image parce qu'on a mis serialiser l'info. Donc vous voyez donc on a bien validé donc ce qu'on a expliqué au départ. Voilà. Et puis puisqu'on a utilisé donc l'encodage base 64, j'ai mis 3 petits champs là en dessous de la table pour vous montrer. Donc on a 3 images. La première, elle se base donc elle n'est basée sur rien en fait, mais elle affiche donc l'image
basé sur le décodage de la rubrique chaîne IMG qui contient là-bas l'image encodée en base 64. La deuxième, elle charge l'image depuis toujours l'élément de structure, depuis cette fois depuis le membre image. Et puis le troisième, il est lié directement, donc il affiche directement le contenu de la colonne image de la table en fonction de la ligne sélectionnée. Pourquoi on a fait ça? En fait, on va voir donc le traitement de sélection de la table. Pour l'affectation directe de la colonne, c'est simple. Donc notre image elle va prendre la valeur donc, de la table, champ table, point la colonne. Sinon, si on veut donc parcourir notre tableau mémoire, notre tableau de structure, pour récupérer donc l'élément qui est sélectionné. Donc on a deux choses, deux façons de faire, bien sûr. Si on a besoin de récupérer les indices de lignes sélectionnées, donc ici dans le contenu, dans variable mémorisée, on n'a mis aucun. Mais sinon, on pourrait donc retourner directement l'élément en cours de mon tableau. Et cette fois, donc, on devrait passer par une variable intermédiaire de type de notre structure, ma structure, qui va copier donc l'élément courant de la table sélectionnée. Et puis, on aura un accès direct aux différents membres. Mais dans le cas où on n'a pas fait ça, donc je vais parcourir, disons, le tableau pour récupérer la ligne qui nous concerne. Qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais faire pour tout, ester une ligne pour une ligne de mon tableau, avec, je vais mettre un filtre. C'est comme lorsque vous parcourez donc les fichiers HFSQL ou les sources de données, avec ID, qui est le membre ID donc, et je vais le vérifier par rapport à l'ID donc par rapport à la colonne ID du champ table de la ligne sélectionnée. Donc s'il va retrouver ici, donc on va donc, dans ce cas récupérer les deux, remplir les deux champs images, la première et la deuxième. La première, donc grâce au décodage, comme on dit, donc ici c'est le décodage base 64 de l'image. Et celle-ci, donc affectation directe de l'image, puisqu'elle est contenue donc dans un membre de type image. Donc vous voyez, il suffit donc de décoder et on accède donc aux données à partir de la variable une ligne qui est parcourue. Donc voilà, donc c'est ces petites astuces là qui nous permet donc de nous positionner directement sur les lignes avec un filtre personnalisé. On retourne à l'exécution. Comme vous voyez, donc, on a bien nos éléments sélectionnés. Voilà, donc c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que les informations fournies ont été utiles. Si vous avez des questions, donc comme toujours, n'hésitez pas à vous poser vos questions donc, en dessous de la vidéo. J'espère que vous likez les vidéos, vous les partagez pour qu'on puisse recruter de nouveaux abonnés. Et tant que les chiffres montent, tant que je serai satisfait pour vous fournir plus d'informations, plus de formations, plus de tutoriaux. Et surtout faire de mon mieux pour répondre à vos questions et vous fournir les réponses les plus judicieuses possibles. Voilà, donc je vous dis à la prochaine vidéo.